Après le référendum, ni vainqueur ni vaincu, mais des Français qui se respectent, a dit aujourd'hui le Premier ministre. Dans quelques instants, synthèse et bilan de la journée avec nos envoyés spéciaux. Le débat sur l'euthanasie relancé en Allemagne de l'Ouest, une jeune femme paralysée se suicide en absorbant du cyanure fourni par son infirmière. Jean-Paul II rappelle à l'ordre l'Église américaine qu'il juge trop indépendante. On ne peut pas être un bon catholique si on ne respecte pas l'autorité du Vatican. Optimisme à Washington. Au seuil de leur dernière rencontre, messieurs Schulz et Shevardnadze font état de progrès vers la conclusion d'un accord sur les euromissiles. Le Dalai Lama reçoit demain le prix Albert Schweitzer de la paix, l'occasion de reparler d'un génocide inconnu, celui perpétré par les Chinois sur son peuple, les Tibétains. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawke. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. L'euthanasie en question, avec son cortège d'émotions et d'interrogations. La tragédie que nous allons vous conter se déroule en Allemagne de l'Ouest. Premier temps, un accident de la route. Une femme de 30 ans, Ingrid, se retrouve paralysée. Deuxième temps, le doute, la souffrance et la volonté d'en finir. Le 9 septembre dernier, une aide-soignante lui donne du cyanure. Ingrid décède. Le problème de l'euthanasie est une nouvelle fois posé. Philippe Rochaud. Je n'ai pas envie de mourir, mais je veux trouver le chemin de la mort. Cette forme de vie est impossible, et si quelqu'un veut juger mon acte, il n'a qu'à essayer de rester assis sans bouger pendant 24 heures. C'est le père d'Ingrid qui a filmé les dernières heures de sa fille, paralysée depuis 2 ans, la nuque brisée dans un accident de voiture. Ingrid avait 25 ans, elle était sportive, jusqu'au jour où le destin a frappé. Après 24 mois dans un fauteuil roulant, elle a décidé de mettre fin à ses jours avec l'aide de sa garde-malade qui lui a remis les 4 grammes de cyanure qui signifiaient la mort. C'est pour montrer qu'elle était consentante et innocenter sa garde-malade qu'elle a voulu ce film. Elle explique comment elle est clouée dans son fauteuil par un corset de fer, qu'elle peut à peine bouger les bras et qu'elle ne peut pas lire. Son geste est aujourd'hui approuvé en Allemagne par des médecins, comme le professeur Hacketal, qui lui-même avait donné du cyanure à cette femme atteinte d'un cancer de la peau et qui lui demandait la mort. Si je ne peux plus dire à nos malades qu'il faut continuer de vivre alors qu'ils veulent mourir, je dois, en tant que médecin, leur rendre ce service. Or, il est exclu, poursuit le professeur Hacketal, dans la situation actuelle, de guérir ce genre de paralysie, et je comprends tout à fait cette femme. Le professeur Hacketal avait obtenu gain de cause pour la femme atteinte du cancer, mais cette fois, le parquet veut intenter une action en justice contre la garde-malade qui a remis le poison à Ingrid. Oui, Jean-Daniel Flezaquier, bonsoir. La question que tout le monde se pose ce soir, que peut faire un juge face à une telle affaire ? Bien oui, le juge peut intervenir si le médecin agit contre la volonté du malade. Et dans ce cas-là, la loi est tout à fait formelle, il s'agit d'un acte criminel et elle peut agir. Mais lorsque le malade demande avec insistance à son médecin de l'aider à mourir dignement, lorsque le médecin a évalué toutes les issues possibles, lorsqu'il se rend compte que malgré tous les soins qu'il a prodigués, le malade est dans des souffrances terribles et qu'on arrive au stade terminal de la maladie, il s'instaure un dialogue avec ce patient et parfois on arrive à ce geste définitif que les spécialistes ne veulent pas voir condamné pour l'instant et que même le ministre de la Santé, Michel Barzac, a dit voir échapper à tout cadre législatif. Elle l'a répété sur le plateau de l'Heure de Vérité sur Antenne 2. On arrive même aujourd'hui à développer dans les hôpitaux français des unités de soins palliatifs pour permettre à ces patients arrivés au stade terminal de leur maladie de partir dignement. Alors il est légitime que les magistrats s'inquiètent et qu'ils souhaitent intervenir. Mais pourra-t-on jamais évaluer dans un prétoire toute l'intensité du dialogue de ce que l'on appelle le colloque singulier qui s'est noué entre cette personne qui souffre et son médecin? C'est pour l'instant impossible. Et sachez que pour un médecin, l'euthanasie c'est un symbole d'échec, mais malheureusement parfois il faut savoir admettre l'échec. Merci. Jacques Chirac invite les Calédoniens à tourner la page. C'était ce matin à Nouméa, devant 25 à 30 000 personnes. Le Premier ministre a demandé aux Néo-Calédoniens de se rassembler et surtout de se réconcilier. Le message a-t-il été entendu? Réponse de nos envoyés spéciaux à Nouméa, Jean-Louis Le Senne, Philippe Peter.
Poignées de main, accolades, bises aux femmes et aux enfants, colliers de fleurs traditionnels, bleu, blanc, rouge partout. Le bain de foule durera 20 bonnes minutes. Au même moment, au 7e étage d'un immeuble de la place des Cocotiers, pendant que la foule afflue, Jean-Marie Djibaou, accompagné du seul Yéwéné, quitte le bureau du FLNKS. Les Kanaks sont toujours là. Ils gardent la même représentativité. Il faudra faire avec. Et on ne discute pas d'autonomie, on discute d'indépendance. Désabusés, ils savent que la rencontre n'aura pas lieu. Pour eux, Jacques Chirac, lui, est venu d'abord pour décerner un satisfecit à ceux qui, en Nouvelle-Calédonie, ont voté France dimanche dernier. Nulle volonté politique, nulle conviction idéologique, nul acharnement partisan ne peut aller à l'encontre de la loi suprême lorsqu'elle est dictée par le peuple souverain. C'est pourquoi le vote du 13 septembre garantit pour longtemps, aussi longtemps qu'une autre majorité calédonienne ne viendra pas le contredire, le caractère intangible de votre appartenance à notre pays, la France. Je suis venu la main tendue, affirme le Premier ministre. Je suis prêt à réouvrir le dialogue. Mais c'est Bernard Pons qui l'entamera vraiment ici dans une semaine. Et M. Chirac d'assortir son propos conciliant d'une menace à peine voilée. Si d'aventure, certains étaient tentés de refuser la main que le gouvernement leur tend, je leur adresse cet avertissement solennel, qu'ils prennent garde que l'intolérance et le repli sur des positions idéologiques stériles ne les coupent profondément des vraies aspirations des populations calédoniennes. Jacques Chirac, après 10 heures passées sur le sol calédonien, a repris l'avion, en laissant derrière lui des supporters qui avaient dans la soirée le moral au beau fixe, des adversaires politiques qu'on n'avait pas revus. Jacques Chirac, Premier ministre, est actuellement à bord du Concorde qui le ramène en métropole. Prochaine étape, Bordeaux. Bordeaux où les parlementaires RPR s'apprêtent à faire un triomphe au virtuel candidat à l'élection présidentielle. Sur place, l'analyse de Daniel Brem. Une torpeur trompeuse. Au bord du lac, rien ne se passe. En surface, à peine quelques ridules. Côté piscine, rien ne se devine. Tout se dit un peu en coulisses dans les couloirs et beaucoup à la tribune. L'irritation grandit au RPR. Tous les ténors ont aujourd'hui critiqué, dénoncé l'héritage socialiste. Vu d'ici, François Mitterrand apparaît de plus en plus comme le chef de l'opposition. Pour le RPR, le président arbitre s'est déjà mué en président candidat. Il vaudrait mieux ne pas entamer prématurément la campagne. Monsieur Mitterrand, de son côté, l'a fait hier de manière caricaturale et brutale. Ce n'est pas conforme à sa fonction, ni à l'intérêt de la nation. Il est notre adversaire, il n'a jamais cessé de l'être, et il cherche à en appeler du désaveu que les Français lui ont infligé en 1986. À 8 mois de la présidentielle, le climat se fait donc tendu. La campagne a vraiment démarré. La politique toujours avec le traditionnel sondage BVA Paris-Match. 57% de bonnes opinions pour le président de la République, François Mitterrand, en légère hausse. Jacques Chirac est stable avec 42%. À noter que 51% des Français continuent à penser que la cohabitation, dont on parle beaucoup, est une mauvaise chose. 56% estiment que François Mitterrand se conduit comme le président de tous les Français. Affaire Le Pen, suite, l'info du jour, qui vient d'ailleurs de tomber sur les téléscripteurs de l'agence France-Presse, c'est l'assignation en référé de Jean-Marie Le Pen par 6 associations de déportés, 3 anciens combattants, le MRAP et la LICRA. L'audience de référé se déroulera lundi prochain devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Aujourd'hui, l'affaire avait également des répercussions dans la rue. Plusieurs milliers de personnes sont mobilisées en ce moment devant le Palais Bourbon, où nous retrouvons tout de suite Bernard Pradino. Double objectif pour la manifestation de ce soir devant l'Assemblée nationale,
témoigner de l'horreur de la barbarie nazie et isoler M. Le Pen qui scandalise et effraie à la fois les quelques 10 000 personnes qui sont là, appelées par les étudiants juifs de France, les mouvements antiracistes, l'ICRA, MRAP, SOS Racisme. Ces organisations vont lancer une campagne nationale pour que les maires et les députés refusent à M. Le Pen les signatures indispensables à sa candidature présidentielle, sous peine d'opprobre indélébile. Moi, depuis longtemps dans mon cœur, le ton a monté, depuis l'avènement de Le Pen. Moi, j'ai jamais négligé le danger de Le Pen. J'ai tout le temps été vigilant. Il faut que sa langue fourche, il faut que son état d'esprit se mette en faisant une gaffe. Il montre exactement ce qu'il pense pour que les gens, maintenant, s'aperçoivent que Le Pen a tout le temps été un fasciste et un antisémite, et il est en train de le prouver. Seulement, moi, ce que je suis content, c'est que des gens qui croyaient aux idées de Le Pen commencent à douter, et ça me fait plaisir. Une plainte a été déposée pour préjudice aux victimes des nazis. Les associations de déportés envisagent de porter une autre plainte pour falsification de l'histoire. Plus symboliquement, les manifestants demandent au président de groupe à l'Assemblée nationale de quitter l'hémicycle lorsque M. Le Pen prendra la parole à l'Assemblée. Au même moment, interrogation et fissure au sein du Front National. M. Le Pen a déçu certains fidèles. L'un d'entre eux parle de grossière erreur. Écoutez-le. On n'avait jamais parlé de ces problèmes nazis. On avait attaqué Le Pen sur son passé en Algérie. Je l'ai soutenu, je l'ai défendu. J'ai moi-même participé à la guerre d'Algérie. Mais là, j'avoue que je ne peux plus le défendre. C'est impossible. Pour nous, le problème était de redresser la France. Moi-même, je ne renie pas mes idées, je garde mes idées. Bien sûr, je vais me retirer de la vie politique, mais je ne pensais pas que le Front National, du moins son président, car ce n'est pas au Front National que j'en veux, mais bien à son président. Et je ne pensais pas qu'il aurait été capable d'aller jusque-là. Oui, le Front National affirme ce soir dans une dépêche que M. Sauvagnat ne représente, je cite, que lui-même. Je vous rappelle que Jean-Marie Le Pen fera une déclaration demain matin. Le dernier message de Jean-Paul Kaufmann a-t-il été censuré? Point d'interrogation. Dans son numéro d'aujourd'hui, l'événement du jeudi accuse et met en cause Antenne 2. Il n'est pas dans nos intentions de polémiquer, mais il est évident qu'une mise au point s'impose dans une affaire aussi grave et qui concerne directement tous les Français. Pierre Serra. Écoutez, d'abord, c'est vrai, pas de polémique, mais enfin, il faut quand même un peu remettre les choses au point et réfuter les inexactitudes, sinon les contre-vérités. Ce qui est sûr, c'est que nous avons, le 22 août, c'est moi qui étais là de service, reçu une cassette de Beyrouth selon la voie habituelle. La voie habituelle, c'est la suivante. La cassette est remise à une agence de presse occidentale à Beyrouth, elle est transmise par Vice News à Londres, qui nous l'a remis, nous avons reçu une cassette et des dépêches qui nous racontaient ce qu'il y avait dedans. On l'a utilisée et à aucun moment, la cassette n'a été ni censurée, ni même omis quoi que ce soit. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'il y a une ligne définitive qui a été agréée, décidée par la rédaction d'Antenne 2. On ne diffuse pas la voix des otages et on ne donne pas trop de résonance à ce que demandent les ravisseurs. Nous ne sommes pas les seuls, toutes les chaînes de télévision font la même chose. D'ailleurs, mais simplement parce que nous ne sommes pas un relais des ravisseurs. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a probablement, on l'a vu arriver maintenant, une deuxième cassette qui dit plus de choses. Alors je vais demander à Joël Kaufmann deux choses. D'abord, est-ce que vous avez jamais refusé une cassette à Antenne 2 ? Je ne veux pas polémiquer. Il y a eu un malentendu effectivement quand j'ai demandé à Antenne 2. De toute façon, la question n'est pas là puisque la cassette reçue par Antenne 2 n'était déjà pas complète. Bon, deuxième question. Alors, comment expliquez-vous cette distorsion entre ces deux cassettes ? La voix dont vous venez de parler, les attitudes prises par les télévisions de ne pas passer les cassettes concernent les journalistes et ne me regardent pas. D'habitude, l'AFP envoyait le texte intégral de la cassette. Et nous nous fions toujours à ce texte intégral et effectivement aux cassettes que très gentiment les uns et les autres, les journalistes, je dois le dire aujourd'hui, autant les agences de presse et que vous tous ici, vous m'avez toujours beaucoup aidé, beaucoup soutenu et c'est pourquoi je regrette toute cette polémique. Mais je dois dire qu'il y a eu effectivement, cette fois-ci, une cassette qui est arrivée incomplète et un texte de l'AFP qui était non seulement incomplet, mais faux, avec des phrases de Jean-Paul qui n'étaient pas les siennes, avec des mots qui n'étaient pas les siens. Un espèce de résumé, avec un espèce de chantage aux enfants, et qui occultait beaucoup de choses. Moi, je trouvais ça très bizarre, j'en ai beaucoup souffert. Je me suis dit à quel point on est Jean-Paul pour parler comme ça maintenant. Est-ce qu'on l'a torturé? Est-ce qu'il parle sous la menace? Et j'ai voulu avoir la vraie cassette, l'intégrale. Et c'est seulement il y a 2 jours, par l'intermédiaire d'un journaliste qui est à la Beyrouth, que j'ai eu la cassette intégrale. Et c'est en la visionnant que j'ai eu la stupéfaction de constater que le texte qu'on nous avait fourni à nous tous, vous comme moi, n'était pas le bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Beyrouth exactement, on va l'apprendre sans doute dans les jours qui viennent. En tout cas, ce que je sais,
et que j'ai travaillé depuis 48 heures, c'est que cette cassette, l'intégrale, le texte réel, a été visionné par l'attaché d'ambassade de Beyrouth le 24 août et qu'il n'a pas jugé bon de nous les communiquer. Pourquoi? C'est la question que je pose. C'est une question que vous ne pouvez pas poser ici. De toute façon, nous avons donc reçu une cassette, nous avons utilisé dans les voies habituelles, et je crois que la polémique s'arrête là, donc. Oui, moi ce que je veux dire, c'est que ceci me fait quand même douter de deux choses, qui ne vous concernent pas vous, mais qui regardent le gouvernement, et puisque je parle français, je peux le dire. Ou bien on n'a pas voulu me donner le texte de la cassette entier, je ne sais pas pourquoi. Ce texte, effectivement, pour la première fois, parlait de la mort éventuelle de Michel Seurat, qui ça serait passé dans des conditions atroces, comme le dit Jean-Paul dans cette cassette. Il a fallu, la famille Seurat n'a pas été prévenue, elle l'a appris comme tout le monde en ouvrant sa télévision hier soir. Jean-Paul n'avait pas du tout prononcé de chantage contre ses enfants. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu au moins le geste de me dire que le premier texte était faux? Ou bien on n'a pas voulu me le donner, ce qui serait très grave, ou pire, c'est une incompétence. Et moi ça me fait vraiment mal de voir avec quelle légèreté le problème est traité, au moins sur place à Beyrouth. Je ne sais pas comment il est traité ailleurs, puisque je ne suis pas tenue au courant, mais là, il y a vraiment une incompétence. Je vous remercie, madame. Jean-Paul II aux États-Unis, ou le rappel à l'ordre de l'Église américaine. Le pape n'a fait aucune concession, je vous le disais dès hier soir, aux catholiques américains. Ne soyez pas trop indépendants, a-t-il dit, pour mieux rester en communion avec le successeur de Saint-Pierre. Le discours le plus long et le plus important de son voyage aux États-Unis, Jean-Paul II l'a réservé à l'épiscopat américain. En point de mire, l'inquiétude des 300 évêques venus poser quelques questions au Saint-Père. En particulier celle-ci, comment réagir face aux Américains qui jouissent depuis 2 siècles d'une grande liberté et qui refusent souvent de se plier à des préceptes trop stricts? Réponse de Jean-Paul II: reposez-vous sur le pouvoir de la vérité divine pour faire face à cette situation. À propos des femmes, le Saint-Père proclame leur dignité égale à celle de l'homme, mais dit-il, elles ne peuvent devenir prêtres. Puis, concernant les homosexuels, il affirme qu'ils méritent estime et encouragements spéciaux dès lors qu'ils respectent l'abstinence. Ils restent dignes de l'amour de l'Église. Reste que devant les évêques américains, Jean-Paul II a prononcé un véritable rappel à l'ordre. Il faut veiller à ce que les différences n'affaiblissent pas l'unité de l'Église, dit-il, rappelant ainsi son message principal: l'Église n'est pas et ne peut être une démocratie. En clair, une seule et unique Église catholique. À Washington, un optimisme prudent et toujours de rigueur après les derniers entretiens officiels Schutz-Shevardnadze. Le chef de la diplomatie soviétique fait état de progrès, mais rien de plus. Jacques Abouchard à Washington. L'accord sur le démantèlement des fusées de 500 à 5000 km sera-t-il signé avant la fin de l'année? C'est tout à fait possible, estime M. Gorbatchev, qu'il écrit dans la Pravda. Messieurs Schulz et Shevardnadze n'ont pas pour autant sablé le champagne au cours de leur dernier banquet. Ils ne crient pas victoire, mais le ton de leurs commentaires ne laisse guère de place au doute. Le ministre soviétique voit les choses avec optimisme, alors que du côté américain, George Shultz juge que les discussions ont été constructives, positives et complètes. Dans la foulée, les Russes envisagent pour 88 un accord qui permettrait la réduction de 50% des armements stratégiques, en d'autres termes les grosses fusées intercontinentales. Messieurs Reagan et Gorbatchev avaient d'ailleurs abordé la question en octobre dernier à Reykjavik. Ce sera l'un des thèmes importants de leur prochaine rencontre, qui serait la 3e du genre après Genève et l'Islande. Car il y a maintenant toutes les chances pour que Mikhail Gorbatchev soit reçu avant la fin de l'année à Washington. Oui, d'ailleurs, à Moscou, M. Gorbatchev en personne estime qu'un accord peut être conclu avant la fin de l'année, a-t-il dit. Suite des infos à travers quelques télégrammes, commentaires d'Isabelle Staes. Des manœuvres militaires françaises sous l'œil de l'étranger. Pour la première fois, des observateurs des pays de l'Est assistent à l'exercice crève-cœur. Les accords de Stockholm de 86 obligent à une surveillance internationale lorsque plus de 17 000 hommes sont engagés sur le terrain. Aux Philippines, la présidente Cory Aquino accepte la démission de son principal collaborateur, Joker Arroyo. Il était considéré comme la bête noire des militaires. Son départ apparaît comme une concession accordée à l'armée. Au Nicaragua, la Contra demande la médiation du chef de l'église catholique, le cardinal Obando, pour conclure un cessez-le-feu. Les rebelles antisandinistes ont toutefois réaffirmé qu'ils ne déposeront pas les armes pour dialoguer avec le président Ortega. Le colonel Kadhafi annonce la fin de la guerre avec le Tchad. Il estime que la Libye a définitivement récupéré son territoire après la reprise d'Aouzou. Selon les observateurs, ces déclarations n'impliquent pas pour autant la fin du contentieux tchado-libyen.
Au Liban, un autre regard sur la guerre au quotidien. Gilles Delafont, l'un de nos reporters, a enquêté dans les rangs des milices chrétiennes. D'un côté, la guerre avec ses horreurs, de l'autre, une armée qui fait ses comptes et qui est touchée de plein fouet, vous allez le voir, par la crise économique. Regardez. Le silence. Il est inhabituel sur cette ligne inamovible qui divise Beyrouth. Car ici, depuis 13 ans, chacun a pris l'habitude de cracher sa haine en vidant son chargeur. Aujourd'hui, l'impasse politique reste totale, mais sur le front, ces miliciens chrétiens, par exemple, ne font que très rarement usage de leurs armes. La guerre subit à son tour les conséquences de la crise économique qu'elle a engendrée. Actuellement, vous savez, avec le cours du dollar et l'inflation que nous avons subie au Liban, à titre d'exemple, je vous cite la petite grenade à main là. Elle nous coûte aujourd'hui 8 $, ce qui représente le salaire d'un demi-mois d'un combattant libanais. Une lance-roquette, ou plutôt une roquette anti-char, coûte aujourd'hui 200 $. C'est 10 mois le salaire d'un combattant libanais. Vider un chargeur représente le salaire de 10 journées de travail. Cet obus-là nous coûte 350 $. 350 $, c'est le salaire d'une patrouille, si vous voulez, pendant 10 mois. Le silence des fronts tente à démontrer que toutes les parties sont logées à la même enseigne. Mais ces miliciens chrétiens s'inquiètent. Ils affirment que les pro-iraniens qui leur font face sont payés en dollars et bénéficient donc de réserves inépuisables. Je veux bien, toujours est-il qu'on n'a jamais vu une guerre, quelle qu'elle soit, s'arrêter faute d'argent. L'image de la guerre, le Dalai Lama a tenté de la briser. C'était hier à Genève à l'occasion de la Journée mondiale de la paix. Pour lui, la paix commence par les enfants, les jeunes, d'où la destruction symbolique des jouets guerriers. Reportage Gilles Rabine et Gilles Béruzin. Cet homme, qui dans un geste symbolique et un peu démodé, tente de briser un tank en plastique et n'y parvient pas, cet homme est un témoin gênant. 14e réincarnation du Bouddha de la compassion, symbole de non-violence, dieu vivant des bouddhistes tibétains, exilés sur Terre depuis que les Chinois, en 1950, ont envahi le toit du monde, son pays. Le Dalai Lama est le témoin gênant d'un génocide inconnu, celui de son peuple, perpétré par les communistes chinois dans le silence des neiges du Tibet. 1 200 000 Tibétains tués en 30 ans, un sixième de la population déportée ou massacrée, 6 000 monastères détruits, les reliques pillées et vendues, les 2 tiers de l'œuvre littéraire, historique, religieuse et philosophique du Tibet brûlés, le Tibet lui-même coupé en deux, la province orientale Lamdo rattachée à la Chine est devenue le plus vaste goulag de la planète, 10 millions de prisonniers politiques. Un génocide lent, quasi administratif. L'avortement et la stérilisation sont obligatoires pour toute Tibétaine qui a déjà eu 2 enfants. 2 Tibétains sur 10, les intellectuels surtout, ont purgé une peine de prison politique. Une civilisation vieille de 2200 ans est pratiquement rayée de la carte. Le Dalai Lama, qui recevra demain le prix Albert Schweitzer de la paix, court encore le monde pour témoigner sur ce génocide. Et malgré son exil, le chef spirituel des Tibétains parvient encore à rendre le Tibet ingouvernable pour les Chinois. Changement de décor, le budget 88, suite et presque fin. Après les chiffres, les explications du ministre Balladur et l'avertissement du président de la République hier, la classe politique fait ses comptes. 2 déclarations ce soir, l'une en forme de condamnation, l'autre en forme d'avertissement. Edmond Alfandéry, UDF. C'est un budget qui va dans la bonne direction, qui est globalement positif, qui réduit le déficit budgétaire, qui comprime les dépenses publiques, qui allège les impôts. Mais il me semble que l'effort qui est accompli, qui est substantiel en faveur des entreprises, en particulier la possibilité de déduire la TVA sur les redevances de téléphone payées par les entreprises, l'allègement de la TVA sur l'automobile et bien d'autres dispositions vont dans la bonne direction, mais je crois qu'il faut renforcer le dispositif pour améliorer la compétitivité de nos entreprises. Pierre Bérégovoy, Parti socialiste. Le budget est le reflet d'une politique et nous le critiquons tout simplement parce qu'il n'est pas juste et parce qu'il n'est pas rigoureux. Il n'est pas juste parce qu'il faut, n'est-ce pas, lorsque l'on parle de justice sociale, examiner qui gagne et qui perd. Le gouvernement dit qu'il y a des baisses d'impôts. C'est incontestable.
mais il y a eu des augmentations de cotisations sociales. Il faut donc que notre jugement, notre appréciation porte sur l'ensemble. Et comme il y a eu 50 milliards d'augmentation de cotisations sociales, la grande masse des Français paiera plus, soit sous forme de cotisation, soit sous forme d'impôt. 17 septembre, date importante pour le marché de l'automobile en France. Depuis ce matin, le taux de TVA sur les voitures est passé de 33,3 à 28%. Bilan, une baisse des prix de l'ordre de 4% et quelques embouteillages chez les concessionnaires. Enquête de Geneviève Moll et Gérard Derlet. Bagnole, aujourd'hui on vous aime. Les clients sont venus plus nombreux que d'habitude chez les concessionnaires dont ils avaient déserté les agences depuis le 3 septembre, jour où l'on a annoncé la baisse de 4% de la TVA sur leurs chères voitures. Mais les concessionnaires ont joué le jeu, ils ont beaucoup livré de commandes aujourd'hui. Vous l'avez acheté aujourd'hui cette voiture? Je l'avais commandée la semaine dernière, on me l'a livrée, on m'a dit de venir la prendre aujourd'hui. Et pourquoi l'avez-vous acheté maintenant? Je l'ai acheté maintenant, non pas particulièrement à cause de la baisse de la TVA, c'est parce que celle que j'avais était morte sous moi. Alors il me fallait absolument une voiture. Et puis ça a été une bonne surprise quand j'ai appris qu'il y avait cette baisse de la TVA. C'est bien beaucoup. Merci, au revoir. Madame, vous venez d'acheter une voiture? Oui. Pourquoi aujourd'hui? Eh ben, à cause de la TVA réduite, quoi, des 4% de TVA. Mais vous l'aviez commandé auparavant? Oui, j'avais commandé. Je l'avais commandé en juin. Oui. Comme il y avait les vacances, j'attendais pour la prendre au retour. Mais vous étiez sûr qu'on allait vous faire les 4% aujourd'hui? Oui, oui, mon garagiste m'avait téléphoné. Mais la baisse de la TVA va-t-elle se répercuter sur la reprise des vieilles voitures par ces mêmes concessionnaires? Je pourrais théoriquement, en me basant sur la baisse des cours Argus qui vient de s'effectuer, diminuer de 4% le prix que je voudrais indiquer il y a un mois. Dans la mesure où nous souhaitons donner satisfaction à notre clientèle, et on pourrait penser dans un premier temps que baisser le prix de la reprise au moment où on baisse le prix du neuf, c'est reprendre légèrement d'une main ce qu'on a donné de l'autre, nous transigerons, c'est toujours un accord entre le client et entre le vendeur. Il faudra tout de même attendre un bon mois pour juger de l'effet de la baisse sur le marché de l'occasion. Le retour d'Ambroise Roux, l'ancien PDG de la CGE et l'un des patrons les plus influents de France, va remplacer Jimmy Goldsmith à la présidence de la Générale Occidentale. La Générale Occidentale contrôle, vous le savez, l'hebdomadaire L'Express. Ce soir, 22h25, première d'un nouveau rendez-vous fixé par la rédaction d'Antenne 2. Édition spéciale présentée par Bernard Rapp aura pour thème l'islam en France. L'islam et les problèmes d'intégration d'une communauté, l'islam à travers la diversité de ses cultes. Des réactions étonnantes aussi. Témoin cette famille de Clermont-Ferrand récemment convertie. Écoutez-la. Avant, il s'appelait Joël Xavier. Tous deux sont nés à Clermont-Ferrand, des études de droit, du secrétariat, et puis il y a 10 ans, c'est la rencontre avec l'islam. Devenus Leïla et Abdounour, ils ont aujourd'hui 4 enfants. Ils vivent d'un petit élevage et des allocations familiales. Hein? Tu veux pas? Si? Vas-y, regarde. Comment pensez-vous que ces enfants vont s'adapter à l'école? Nous, on pense comment l'école pourrait s'adapter à nos enfants. Et comme cette école-là, c'est pas possible qu'elle s'adapte à des enfants musulmans, nous préférons les retirer pour l'instant et les éduquer nous-mêmes en attendant qu'il y ait des écoles islamiques. 4 enfants, c'est beaucoup quand même. Pour les Français, pas pour les pays musulmans. L'islam, c'est encore près de 3 millions de pratiquants en France. Rendez-vous ce soir, édition spéciale, 22h25. Au Canada, 48 pays exactement au secours de l'ozone. L'ozone, c'est une couche de gaz qui sert en quelque sorte de bouclier à la Terre. Sans elle, paraît-il, nous serions à la merci des rayons ultraviolets. Explication de Robert Clark. Un accord historique vient d'être conclu à Montréal par les représentants de 46 pays industrialisés. Ils ont décidé de stabiliser d'abord, puis de réduire progressivement l'utilisation des aérosols contenant des composés de fluor et de chlore. Ces gaz, qui servent aussi dans les réfrigérateurs, montent dans l'atmosphère et vont détruire à 40 km d'altitude la précieuse couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets nocifs venant du soleil. Bien qu'on ne soit pas tout à fait certain que l'activité industrielle soit la seule responsable de cette destruction de la couche d'ozone,
l'inquiétude des experts est grande. L'accroissement de la consommation de ces aérosols aurait conduit inéluctablement à augmenter le nombre des cancers de la peau, de graves troubles des yeux et à réduire aussi la production des substances alimentaires. Des films pris par satellite ont clairement montré comment, au-dessus de l'Antarctique, s'accroît d'année en année le trou dans la couche d'ozone. C'est la tache rouge et violette au centre de cette image. L'accord de Montréal, qui doit maintenant être ratifié par les 46 gouvernements, est donc un accord fondamental pour tout l'avenir de la vie sur la Terre. Voilà, l'ozone n'y est pour rien, mais les téléspectateurs du Sud-Est, on vient de me le signaler à l'instant même au téléphone, éprouvent des petits problèmes pour capter la 2 en ce moment. Ne touchez à rien, nous avons un petit problème technique, ça va s'arranger dans quelques instants. Dans quelques instants, la Coupe d'Europe de football, j'ai l'impression que ça vous inspire, Sophie, le football, hein? Absolument, la coupe est pleine, hein, c'est le cas de le dire. Facile, mais c'est bon. Le soleil et la chaleur commencent à causer de sérieux problèmes au sud de la France, avec des problèmes de sécheresse notamment. Et cette situation continue. Regardez l'image satellite, avec un anticyclone très puissant qui stationne au sud du pays et qui repousse les perturbations au nord de la Loire. Alors ces perturbations vont s'infiltrer demain sur le nord du pays et provoquer un temps un petit peu plus nuageux. Regardez la carte du temps prévue pour demain. Donc des nuages et quelques bruines le matin sur la Bretagne et les côtes de la Manche, que je vous montre avec mon petit stylo. Des nuages qui vont s'infiltrer sur le nord en laissant passer de belles éclaircies sur le nord, le bassin parisien, le nord-est et le centre. Et puis sur la moitié sud, pas de problème. Après dissipation des brouillards matinaux, ce sera du grand beau temps. Dites-moi Sophie, les Bretons nous écrivent, hein, ils sont nombreux, il paraît que vous êtes méchants avec eux. Alors oui, il paraît qu'on sous-estime les températures de la Bretagne. Alors je tiens à souligner qu'aujourd'hui il faisait très chaud en Bretagne, 29 à Saint-Malo, 27 à Brest, 28 à Rennes. Mais les records de température ont été battus par Clermont-Ferrand et Bordeaux avec 37 degrés. Regardez les températures prévues pour demain. On perd quelques degrés, toutefois à Brest et à Cherbourg, 21 degrés jusqu'à 30 degrés à Mulhouse demain et de 27 degrés sur le pourtour méditerranéen. C'est sur le pourtour méditerranéen qui fait le plus frais en ce moment, jusqu'à 37 degrés à Clermont-Ferrand, qui sera demain la ville la plus chaude de France. Demain, nous serons le vendredi 18 septembre et nous fêterons les Nadèges. Le cyclisme, le Tour de la CE, c'est le jeune Français Éric Boyer, dont on parle décidément beaucoup, qui a remporté en solitaire la 9e étape dont l'arrivée était jugée à Luxembourg cet après-midi. Second sur la ligne, le Danois Pedersen. À 11 secondes, le peloton finit tout près, à 15 secondes seulement. Au classement général, Madio toujours en tête devant la révélation, Laurent Bézot, un jeune amateur. Écart entre les deux hommes, 1 minute 35. Et puisque nous parlons cyclisme, on va saluer Gérard Holtz, un exploit, celui de Gianni Longo, Colorado Springs. Exact, c'est pas évident, hein, faut pas aller vite. Record du monde sur 5 km. Oui, c'est un superbe exploit réalisé par Gianni Longo qui apparemment retrouve sa pleine forme. Patrick Chen était là-bas pour voir ce record réalisé hier soir à Colorado Springs. On va voir les images, non? Oui, on est là tout de suite. C'est parti. Dans leur petite chambre d'étudiants du centre olympique de Colorado Springs, les Longo ne s'offrent aucun luxe, la télévision. Au programme, une seule chaîne, les prévisions météo du week-end, histoire de trouver une heure, une seule, susceptible de permettre à Gianni de battre encore ce fameux record du monde de l'heure. Jusque-là, son programme est parfaitement respecté. Le record des 3 km est tombé samedi dernier, celui des 5 km vient d'être pulvérisé. 6 minutes 14 secondes et 8 centièmes, malgré un vent capricieux qui l'a empêché d'utiliser les 2 roues lenticulaires prévues sur son vélo futuriste. 6 minutes, 14 secondes, 8 centièmes, le précédent record est pulvérisé. Championne du monde il y a 15 jours, lauréate du Tour de France, Gianni Longo va plus vite que jamais. Alors Gianni, bien des émotions ce matin, beaucoup d'émotions avant que ça aille enfin. Ouais, c'est usant nerveusement, hein, franchement, parce que je suis arrivée à 9h30 et le vent s'est levé à 10h moins 20. Et il a fallu attendre jusqu'à midi et quart pour commencer quelque chose. En fait, j'ai vu qu'il y avait un nuage qui passait, les nuages arrivaient. Quand il y a un nuage, le vent tourne, donc le vent était un petit peu plus favorable puisqu'on avait les tribunes qui abritaient. Mais c'est vraiment, il faut calculer à 4 minutes près, enfin... Comme Gianni Longo, il nous reste à étudier les prévisions météo, à regarder du côté du ciel et à attendre la bonne heure pour s'attaquer à ce fameux record. Le but avoué de Gianni Longo, les 45 km, la barre fatidique des 45 km dans l'heure. Mais connaissant son goût pour les comparaisons avec les hommes, quelque chose nous dit qu'elle n'est pas tout à fait insensible au record fabuleux à l'époque de Fausto Coppi. 45 km, 800. Réponse dans quelques jours, dans quelques heures peut-être.
45 km/h, ça serait fabuleux. Hein. Pour Oui. Jeannie Longo, ça serait vraiment le couronnement de la carrière. Je pense qu'elle peut le faire. Et si elle le réussit, Patrick Chen reste là-bas et par satellite, il nous enverra les images pour Stade 2 dimanche. Nous les aurons en exclusivité sur la 2. À part ça, c'est le football qui est roi ce soir sur Antenne 2 avec un direct grand match dans quelques minutes. Oui, alors j'ai le frisson, si vous me permettez Henri, parce que jusqu'à il y a quelques secondes, on n'avait pas encore ni le son ni les images avec Athènes. Il faut dire qu'on a eu des liaisons très difficiles avec nos amis de la télévision grecque, à tel point que le coup d'envoi du match, finalement, est à 20h30. Oui. Mais, juste après le journal, on vous présentera quand même les plus beaux buts de toutes les coupes européennes préparées par Francis Maroto et Olivia. Alors on ne crie pas victoire trop tôt, mais la soirée d'hier, c'était pas mal quand même hein, pour nos couleurs. Auxerre ce soir. C'est pas Moi, évident. j'aimerais bien que ça continue, Oui. mais c'est vrai que pour une fois, c'est bien parti pour Oui. ces Coupes européennes. Depuis 2 saisons, les équipes françaises ne réussissaient pas bien en Coupe européenne. Cette fois, c'est pratiquement le sans faute. Bordeaux qui gagne 2-0 contre Dynamo de Berlin. Toulouse qui gagne contre Panionios en explosant l'équipe grecque 5-1. Et puis Marseille qui réussit un très très bon résultat, match nul à Leipzig. C'est bien parti, Henri. Auxerre, c'est contre qui ce soir là? Je vous connaissais. Panathinaikos. Ah, c'est bien. Panathinaikos. D'Athènes. Panathinaikos d'Athènes. Parfait. Vous prenez l'antenne dans quelques minutes, Gérard, avec toute l'équipe du service des sports. Pour les turfistes, vous jouez au tiercé ou au quarté? Jamais. Jamais. Ben, c'est dommage, parce que là, ça pouvait rapporter gros ce soir. Le tiercé et le quarté de Maison Lafitte, voici les résultats. Pour le quarté, il fallait jouer le 15, le 6, le 10 et le 5. Rapport dans l'ordre 92 000, et oui, 92 549 francs 50. Et dans le désordre, 2 961 francs 50. Le tiercé, 15, 6, 10. Dans l'ordre, 8 622 francs 50. Et dans le désordre, 1287 francs 50 exactement. Voilà, point final à cette émission. Dans 5 minutes, juste après la pub spécial foot avec Gérard Holtz. 22h25, le magazine de la rédaction, édition spéciale présentée par Bernard Rapp. 23h30, dernier journal avec Aubry Edler. Et vous saurez tout quand je vous aurai dit que demain, Télématin sera réalisé en direct du Trocadéro à l'occasion du 2e Festival international de la mode. Avouez que vous êtes gâtés. Excellente soirée sur la 2. Je vous retrouve demain, 20h. Bonsoir.